Quand j'ai racheté, moi j'ai voulu impliquer les équipes, et notamment sur l'activité maintenance, où on a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qu'on forme et qu'on fait progresser en interne, parce qu'ils partent à la semaine chez nos clients. Ils font les entretiens, les installations chez nos clients. Ils sont autonomes, ils sont leurs petits chefs d'entreprise toute la semaine. Et je me suis dit, pour que cette activité-là se développe, il est important que tout le monde ait conscience que c'est leur entreprise. Et 60% des salariés ont accepté d'être associés, donc je leur ai donné la majorité. C'est votre entreprise, vous pouvez décider un certain nombre de choses ensemble, il suffit que vous soyez tous d'accord. Contre moi même. Oui, ouais. Mais c'est ça, oui. L'enjeu, c'était de dire, je ne peux pas être majoritaire, sinon, du jour au lendemain, je peux vendre votre activité, et donc vous en êtes plus maître. Oui. Et si vous avez 51%, je ne peux pas vendre dans votre dos. Donc voilà, il y a une question de confiance là. Moi, depuis que j'ai fait ça, je suis soulagé mentalement, très clairement, parce que le projet, il est porté par tous. Il n'est pas porté que par moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition. Cela faisait longtemps qu'on n'était pas délocalisé dans les locaux d'un porteur de projet. Et en plus, nous ne sommes pas uniquement à Orléans, mais on est aussi dans tout le Loiret. Et aujourd'hui, on est avec Luc Bellière à Villemandeur, dans l'agglomération montargoise, pour parler de son parcours, qu'il nous présente un petit peu qui il est, ce qu'il fait, et qu'on puisse parler ensemble de l'ambition, de sa vision de l'ambition. Donc un grand merci à toi de nous accueillir dans tes locaux aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais remercier nos partenaires qui nous aident dans le développement de ce podcast. Le Labo à Orléans qui nous aide dans le développement de ce podcast et qui nous prête ses salles. Nous avons aussi Orléans Capital, dirigé par Thomas Moisan, le média qui met en lumière les porteurs de projets dans la région Centre-Val de Loire. OPIC de Gaël Wargeld, qui met à disposition des lieux atypiques pour le coworking dans la région. Deal Street, qui est présent aujourd'hui, et grâce à lui, vous pouvez me voir, car avant, il n'y avait que les interviewés qui étaient visibles. Et puis, on va commencer tout de suite par toi, Luc. Donc bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Merci de nous recevoir, comme je le disais tout à l'heure, dans tes locaux à Villemandeur. Donc les locaux d'Annabelle Group, mais c'est pas uniquement un espace de coworking, si je comprends bien. Ici, on a vraiment plusieurs sociétés et on a aussi l'espace pour des start-upers ou des indépendants pour qu'ils puissent venir travailler en coworking. Oui. Annabelle Group, au départ, c'est un groupe de sociétés qui s'est regroupé, qui fonctionne un peu comme une communauté de partage de moyens et de compétences. Et ces moyens et compétences qui sont mis en commun, c'est-à-dire le bâtiment, la comptabilité, les ressources humaines, la qualité, sécurité, environnement, enfin pas mal de compétences comme ça qui sont partagées au sein du groupe, eh bien on a décidé de les mettre à disposition aussi de porteurs de projets locaux et de faire un mini labo localement. Donc c'est la possibilité d'être accueilli dans un espace, mais aussi d'avoir un peu d'accompagnement. Alors avant qu'on revienne réellement sur tout ça, j'aimerais un petit peu que tu puisses te présenter et que tu puisses présenter ton parcours professionnel. Qui est Luc Bellière et comment tu en es arrivé là ? Voilà. Moi je suis né au Havre. J'ai fait des études d'ingénieur à Caen. C'est pas à côté tout ça ? Non. J'ai fait une autre école d'ingénieur au Danemark aussi. D'accord. Après, j'ai fait un doctorat de sciences à Caen à nouveau. J'ai monté une entreprise à Cherbourg à la suite de mon doctorat. Donc j'étais très scandinave, on va dire, et normand. Et puis je suis parti comme professeur dans une école d'ingénieurs de l'ouest de la France, ICAM. D'accord. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de reprendre un projet professionnel. Enfin, il y a eu une opportunité là sur Montargis qui cherchait quelqu'un qui avait vraiment, qui correspondait parfaitement à mon profil, c'est-à-dire sciences, internationales, production. Et donc je suis venu à Montargis alors pour reprendre une activité de capteur de mesure pour l'industrie de process. Il s'avère que mon doctorat, je l'ai fait justement sur de la mesure, sur des
sur des débits, dans des réseaux de... Donc c'était parfaitement adapté à ton cursus. Voilà, exactement. Et donc je suis revenu reprendre la direction de cette activité-là. Sofraser ? Alors Sofraser, ouais. Et puis les choses ont évolué dans le temps et j'ai tout racheté en 2008. C'est le moment où j'ai créé Annabel Group. Et donc avec aujourd'hui, on a différentes activités. On a une activité de maintenance pour l'efficacité énergétique qui s'appelle Sofraser Maintenance. Les viscosimètres, pionnier dans la mesure de viscosité à travers le monde, plus de 90% à l'export quand même. Oui. Et qui s'appelle Sofraser. Et puis Anaël, qui est une société de distribution de matériel de mesure et d'analyse sur liquide, en continu. Donc c'est à la fois le contrôle des procédés et à la fois le contrôle des effluents pour limiter les pollutions. Et donc on est sur la France et sur les pays francophones limitrophes. Et on distribue du matériel de très grande qualité pour faire de l'analyse en continu. Et donc réduire les pertes, réduire les consommations de matière et éviter les pollutions. On reparlera de tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, le côté écologique, c'est quelque chose qui te parle. Oui, alors, d'une société au départ qui faisait du service et qui faisait du matériel, moi j'avais toujours besoin d'apporter du sens sur ce que je faisais. Donc, moi j'ai toujours, on va dire, une conscience du bien commun. Et je ne me voyais pas, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rejoint l'éducation, l'école d'ingénieur. Transmettre, voilà. Mais je voulais être plus impactant, on va dire, et arriver dans une entreprise avec des très beaux produits. L'idée de transmettre, c'était pas suffisant, il fallait que tu sois acteur, en fait. Oui, ouais. Alors j'adore transmettre, je continue. Je fais des interventions, par exemple, aujourd'hui à AgroParisTech sur la responsabilité territoriale des entreprises. Enfin, j'aime toujours l'enseignement, c'est super, mais il y avait un moment donné... être dans la transmission, mais je voulais aussi pouvoir agir, quoi. Oui, c'était pas suffisant. Ouais. C'était pas suffisant. Ah ouais. Et donc arriver sur une entreprise qui avait des joyaux, donc le viscosimètre c'était vraiment magnifique, mais qui le méconnaissait, et qui ne prenait pas l'ampleur de son potentiel. Ça m'a vraiment motivé et puis surtout d'apporter du sens à cet instrument, comme ça apportait du sens à tous les services qui étaient à côté. Et de dire, aujourd'hui, notre groupe, c'est vraiment un groupe qui propose des produits et services pour la sobriété des industries. C'est-à-dire comment on aide les industries à se décarboner, industrie et les énergéticiens, parce qu'on travaille aussi beaucoup dans le chauffage urbain, pour réduire les consommations. Alors, avant qu'on revienne sur le pourquoi du comment tu as décidé de mettre en commun, de créer Annabel Group, viscosimètre, parce que tu en parles depuis quelques minutes. Moi, je ne suis pas du tout dans cette... moi, mon cursus n'est pas du tout dans la science. Viscosimètre, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Oui. Alors, viscosité. Déjà, qu'est-ce que c'est la viscosité ? Alors, la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement libre. Donc, on prend un exemple simple, on renverse un verre d'eau sur la table, l'eau s'écoule sur la table, voire par terre, instantanément. Donc, elle n'est pas résistante à l'écoulement libre, donc elle est très peu visqueuse. Oui, donc, d'accord. La viscosité de l'eau, c'est la référence, c'est Newton qui l'a établi, c'est 1. Voilà. C'est 1 centipoise, qui est l'unité. Le sirop de menthe, par contre, lui, il est différent. Voilà, le sirop de menthe, et on va prendre même un peu plus à l'extrême le miel, puisqu'on est dans une région très mellifère. Oui. On renverse un peu de miel sur la table, et ça reste en paquet. Et puis si on vient le lendemain, peut-être que ça s'est un peu écoulé, puis le surlendemain, ça a peut-être été jusqu'à couler par terre. Le miel a beaucoup résisté à l'écoulement libre, donc le miel est très visqueux. D'accord. Voilà. Et puis après, on peut avoir des choses encore plus visqueuses, comme du bitume, ou du plastique fondu. Alors là, le plastique fondu, c'est presque solide, mais ça s'écoule quand même, puisque quand on chauffe le plastique, notamment dans l'extrusion, dans les moules industriels, on va pousser la matière dans un moule, donc elle s'écoule. Oui. Donc on va mesurer en fait cette capacité d'écoulement sur tous les produits industriels. D'accord. Et donc c'est très important parce que on va le mesurer pendant la fabrication. On n'attend pas, alors historiquement, les gens à la fin de la fabrication prenaient un échantillon, allaient mesurer au laboratoire et voyaient si
leur matière était conforme. Mais vous imaginez bien que quelqu'un qui est sous la douche, qui prend sa bouteille de shampoing, renverse son shampoing dans la main, et puis c'est tellement liquide que ça s'écoule et qu'il n'a pas le temps de le mettre sur sa tête, il n'est pas content. Oui, non, du tout. Et de la même façon que s'il prend sa bouteille de shampoing et qu'il appuie et puis qu'il n'y a rien qui sort parce que c'est trop visqueux. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Voilà. Et donc ça correspond à... Et quand on a habitué à un produit, on veut toujours qu'il ait la même consistance. Oui, totalement. Eh bien, mesurer la viscosité pendant le process, ça permet de corriger les mauvaises productions avant de fabriquer des mauvais produits. Ok. Parce que sinon, si on fabrique un produit qui n'est pas assez visqueux ou trop visqueux, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils font les industriels ? Eh bien, ils jettent. Oui, donc on est toujours... Des quantités énormes de produits. Donc on est toujours dans cette idée d'éviter les gâchis inutiles. Et donc voilà, là tu vas vraiment tu vas mesurer pour que l'entreprise ne dise pas, là de toute façon c'est pas conforme au produit et ça va à la poubelle. Ouais. Et donc on contrôle la viscosité dans tous les procédés de fabrication de produits liquides ou utilisation. Ça va du produit pétrolier, donc que ce soit les huiles, mais aussi les bitumes dont je parlais tout à l'heure. Mais toute la fabrication des polymères, c'est là où on est vraiment très très fort aussi, parce que les plastiques, c'est des chaînes polymères, en ce moment, oui. Et donc on arrive à bien contrôler le suivi de la réaction, parce qu'on va avoir la longueur de la molécule qui est corrélée à la viscosité. Donc on va pouvoir dire à quel moment on a fini la réaction et accélérer ou ralentir la réaction en fonction des besoins. Tout ce qui va être encre, peinture, vernis, que ce soit à leur fabrication ou à leur application. Parce ça aussi, ça va être mesuré. L'épaisseur d'un vernis, par exemple, va être proportionnelle à la viscosité. Donc si c'est trop visqueux, on va mettre trop de vernis, ça va nous coûter trop cher. Si c'est pas assez visqueux, on va en mettre pas assez, et du coup, on va pas bien protéger le produit. Donc, mais c'est un rouage essentiel à notre vie de tous les jours. Oui, c'est méconnu. En tout cas, pour quelqu'un de néophyte lambda comme moi, c'est totalement méconnu. On se rend pas compte, en fait. Non, on se rend pas compte. Et pour beaucoup d'industries, c'est encore assez méconnu la possibilité de faire ces mesures en ligne. Pourtant, Sofracer a breveté le premier viscosimètre dans les années 70. Ah oui, donc c'est pas récent non plus. Non, et c'est toujours difficile de pénétrer les marchés. On reste une petite structure et en face, nos principaux concurrents ont été rachetés par des grands groupes. Et donc on se bat aussi, on reste très très fort parce qu'on est très très innovant, qu'on fait un gros travail de recherche et développement tous les ans, et pour toujours solutionner sur de nouveaux marchés, sur de nouvelles applications et fournir les informations pertinentes. Donc tu es en quête perpétuelle de pouvoir intégrer de nouveaux marchés, que les entreprises te découvrent, parce que du coup, comme tu dis, c'est méconnu pour beaucoup. Ouais. Alors nous, on a aussi la philosophie de dire on ne fabrique pas des produits qu'il faut changer tous les 5 ans, on fabrique des produits très robustes. La durabilité. Et on a, donc c'est l'éco-conception, et on a des viscosimètres. L'année dernière, il y a un viscosimètre qui est revenu, qui a fonctionné en continu pendant 33 ans. D'accord. Et il est revenu juste pour un ajustement. Alors voilà, donc c'est assez impressionnant. C'est sur du long terme. On garantit nos produits 7 ans, ce qui est unique dans notre marché. Mais on sait qu'on ne prend pas de risque, 7 ans de garantie alors qu'il fonctionne 33 ans. Oui, effectivement, oui. Voilà. Et alors, donc, si je reprends le début de ton parcours, donc tu es normand, nord de la France. Non, c'est le nord-ouest, Normandie. Oui, mais tu as été au Havre aussi, et après tu as fait... Cherbourg. Ah oui, donc effectivement, oui, dans ma tête il y avait Lille, mais non, il n'y a pas eu Lille. Donc tu redescends ici parce qu'il y a cette possibilité qui s'ouvre à toi, mais tu aurais très bien pu te contenter de développer Sofraser uniquement. Pourquoi cette idée d'accueillir parce que déjà je pense que... Est-ce que les locaux étaient ici à l'origine ? Oui. Ouais. Ça a toujours été à Villemandeur ? Oui. Donc tu arrives ici, c'est quoi le déclic pour créer Annabelle Group avec cette partie coworking ? C'est toujours la question de trouver du sens, et puis en fait l'activité de maintenance et l'activité des viscosimètres étaient dans la même société. Quand j'ai racheté, moi j'ai voulu impliquer les équipes, et notamment sur l'activité maintenance, où on a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qu'on forme et qu'on fait progresser en interne.
jusqu'à devenir une philosophie tous chefs d'équipe, parce qu'ils partent à la semaine chez nos clients. Ils font les entretiens, les installations chez nos clients. Et donc, ils sont autonomes. Ils sont leurs petits chefs d'entreprise toute la semaine. Et je me suis dit, pour que cette activité-là se développe, il est important que tout le monde ait conscience que c'est leur entreprise. Oui, d'accord, ok. Et donc, ce que j'ai fait en 2008, quand j'ai tout racheté, eh bien, on a externalisé cette société donc, qui s'appelle Sofraser Maintenance, qui était intégrée dans Sofraser avant, et on a associé tous les salariés qui le souhaitaient. Au départ, je voulais créer une SCOP, une société coopérative ouvrière. Où chaque salarié a des parts. Un homme, une voix, voilà. Et les salariés ont refusé. Et 60% des salariés ont accepté d'être associés. Et donc, je leur ai donné la majorité. D'accord. Donc, il y avait un côté, c'est votre entreprise, vous pouvez décider un certain nombre de choses ensemble. Il suffit que vous soyez tous d'accord. Contre moi même. Oui, ouais. Mais c'est ça, oui. Mais en fait, c'est que comme je voulais leur demander de s'impliquer plus, l'enjeu, c'était de dire, je ne peux pas être majoritaire, sinon, du jour au lendemain, je peux vendre votre activité, et donc vous en êtes plus maître. Oui. Et si vous avez 51%, je ne peux pas vendre dans votre dos. Donc voilà, il y a une question de confiance là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu déjà le premier spin-off. Parallèlement, j'avais créé cette société Anaël, et c'est pareil, sur le même principe, sur le principe de dire, j'ai été recruter des commerciaux qui travaillaient déjà sur nos produits par le passé, en leur disant, écoutez, on va faire quelque chose, on va tous s'associer à part égale, que ce soit les commerciaux ou les fournisseurs qui le souhaitent. D'accord, là parce que aussi. c'était critique. Ok. Parce qu'on a eu un fournisseur allemand, un fournisseur américain qui se sont associés dans le projet au départ. Bon, depuis, parce qu'ils se sont fait racheter par des grands groupes. Des plus gros, oui. On a repris nos parts, mais à l'époque, c'était de dire on associe toutes les parties prenantes. Et donc, Anaël a fonctionné comme ça et fonctionne très très bien. Contrairement à ce que tous les conseils peuvent dire en disant dans une entreprise, il faut un capitaine, un chef de bord. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu à contre-courant. Oui, mais. Ce que tu as fait. Mais oui, mais on ne peut pas. Alors, ça ne veut pas dire que quand c'est à contre-courant, c'est forcément. Voilà. Moi, je pense que c'est un modèle intermédiaire justement entre le tout coopératif et le tout capitalistique. C'est-à-dire, on est dans une société de type capitalistique, mais très coopérative. Et c'est rassurant, autant créer une SCOP à partir de rien et dire aux gens, quand vous rentrez dans une SCOP, vous savez à quoi vous engagez. Oui. Transformer une société historique avec des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, ou ils n'ont quasiment pas fait d'études pour aucun d'entre eux, et de leur dire, tout d'un coup, vous êtes propriétaire de votre boîte et un homme, une voix, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce passage intermédiaire était assez intéressant, en disant, vous restez maître de votre outil, la confiance est là parce que je vous donne la majorité, mais vous n'êtes pas seul. Et c'est ça surtout. Il y a un capitaine, mais c'est la démocratie, tout le monde, comme une personne, une voix, vous restez maître de votre entreprise, mais je suis là un petit peu pour tenir la barre. On n'est pas dans un système une personne, une voix, justement, mais tout le monde participe effectivement à la définition stratégique, aux assemblées générales, puisqu'ils sont associés. Et donc régulièrement, quand on a des départs à la retraite, et puis on embauche des nouveaux, donc on fait régulièrement des distributions gratuites de parts. Et ça, on le fait sur toutes les structures. Donc, la première fois que... régulièrement, on distribue gratuitement des parts. Alors oui, on fait souvent la remarque en me disant, quand tu distribues des parts, tu donnes de ton capital, donc tu perds ça paraît logique, oui. Oui, mais alors, là, on va reprendre les parts sur Sofraser, les parts d'un salarié qui est parti à la retraite. Oui. Du coup, on a refait la réévaluation des parts. Entre le moment où je lui ai donné des parts et aujourd'hui, les parts ont pris au doublé. Donc du coup, Donc ce que je donne, j'ai donné la moitié des parts, mais la valeur des parts ont doublé. Donc tu t'y retrouves. Vous voyez que, en fait, et non seulement je m'y retrouve, mais on ne peut pas se plaindre de la solitude du chef d'entreprise et puis de dire je ne veux pas être seul à la décision, etc. Je veux que mes salariés participent aux décisions. Et puis, pas leur donner le pouvoir. Enfin, il y a quelque chose de... Moi, depuis que j'ai fait ça, je suis soulagé mentalement, très clairement, parce que le projet, il est porté par tous. Il n'est pas porté que par moi.
Et ça se voit, oui, au niveau des salariés, qu'il y a beaucoup plus d'investissement. Comment ça se passe? Comment ça se traduit? Oui, complètement. Si on prend l'exemple de la maintenance, ce sont des petits chefs d'entreprise autonomes qui n'ont pas à gérer ni l'administratif, la comptabilité, les services de l'État, etc. C'est vraiment le groupe qui fait ça. Donc eux sont à la semaine, ils sont leurs petits chefs d'entreprise, et ils encadrent des gens quand il y a beaucoup d'activités, notamment plutôt sur la période d'été, il y a de l'intérim. Donc ils organisent leur travail comme ils veulent, ce sont des professionnels, donc voilà, et ils participent aux décisions de la structure. Donc il y a quelque chose de logique. Oui, ils sont à 100% sur le côté technique, voilà, sur ce qu'ils savent faire. Et en même temps, comme c'est leur entreprise, eh bien, quand chez un client ils font un type d'activité, eh bien, ils pensent toujours maintenant, alors ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Avant, ils y allaient, ils faisaient leur travail. Maintenant, ils pensent toujours à dire, mais vous savez, nous, on fait ça aussi, et on fait ça aussi. Et ça nous ramène de l'activité. Donc, on a développé ils sont devenus commerciaux. Nos chiffres d'affaires chez nos clients. Oui, ils sont devenus nos représentants. Hein. C'est vraiment nos représentants, parce que c'est eux qui mènent le chantier, mais c'est aussi eux qui représentent nos savoir-faire. Donc c'est un réel plus que... Ah bien sûr. Bien sûr, sur cette activité, par exemple, l'année dernière, on a fait 41% de progression. Ah oui, donc c'est pas du tout négligeable. Non. Mais c'est quelque chose qui est encore assez marginal. De quoi? Cette vision des choses. Oui. Alors oui et non. Mais on a tendance à opposer. Vous voyez, il y a le monde de la SS, et puis il y a le monde capitalistique. Et on dit, c'est une opposition. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a quelque chose au milieu. Il faut de la perméabilité entre les deux. Et donc de dire, on peut construire un modèle coopératif qui ne soit pas encore tout à fait dans la formalisme de la SCOP, mais qui est intermédiaire et qui peut réconcilier les deux mondes. C'est ce que j'essaye de montrer. Et j'essaye d'expérimenter. Et je ne suis pas le seul. Donc voilà, c'est... En région centre? Oui, non, il y a d'autres personnes, alors qu'ils ne vont pas faire exactement les mêmes modèles, mais... il y a des similitudes. Voilà, de plus en plus, oui. Alors, il y a ce côté écologique et ce côté humaniste, et tu as créé aussi Percé 3C. Oui. Donc là, on est dans un domaine, là, on fait un virage, on est dans l'associatif. Mais il y a toujours cette même logique. Alors, c'est complètement ça. La logique, c'est de dire que notre économie, nos entreprises, et notamment ici, on le sait, dans le Gâtinais-Montarois, on le sait peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on avait le plus fort taux d'emploi industriel de la région centre, et que on est aujourd'hui à plus fort taux de chômage de la région centre avec Vierzon. Donc, on le sait plus qu'ailleurs. Nos entreprises sont face à des mutations sociales et écologiques très importantes. Sociales, on le voit, les difficultés de recrutement, oui. L'impossibilité de rentrer en contact avec des jeunes qui pourraient être des ressources. Il y a comme un fossé entre les deux. Et puis écologique, on l'a vu aussi avec la crise en Ukraine, l'énergie. Il y a 20 ans, je faisais déjà des conférences en disant regardez votre compte de résultat si le prix de l'énergie augmente de 10% par an. Essayez d'anticiper. Bon, c'est la même chose. On a créé Percé 3C en 2019. Eh bien, c'est la crise en Ukraine et la crise du coût de l'énergie et les entreprises qui ont dû fermer parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs notes d'électricité en est la démonstration. Donc, Percé 3C a été créé vraiment pour aider les entreprises à anticiper ces mutations et s'y adapter. Donc, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre compte de résultat, enfin, à la dernière ligne du compte de résultat, arrêter de penser à la première ligne, enfin, arrêter d'être obsédé par le chiffre d'affaires, mais plutôt penser à la rentabilité. Et il y a plein de moyens d'augmenter la rentabilité. Mais il y a toute une éducation de la société à faire. Ouais. Et la démonstration que je fais aussi, c'est ici le groupe. Parce qu'on partage beaucoup de choses, on partage les moyens, les compétences, etc. Mais quand on compare nos comptes de résultats de toutes les sociétés du groupe face à nos concurrents français ou internationaux, on voit que nous, nos charges fixes, c'est-à-dire de structure, elles sont beaucoup plus faibles. Elles sont 2 à 3 fois inférieures à celles de nos concurrents, parce qu'on partage. Donc le partage et la coopération sont source de rentabilité. Et ça, c'est un point très important. Et c'est ce qu'on essaye de dire maintenant dans Percé 3C, parce qu'on a une grande action
développement de la coopération sur le territoire entre les entreprises, ce qu'on a appelé, alors, on aime bien les sigles en France, hein, EIT, pour écologie industrielle et territoriale, mais le but c'est d'aider les entreprises à coopérer justement pour partager. Et donc, quand on va partager, par exemple, un investissement dans une énergie renouvelable, eh bien, on va à la fois partager les coûts, mais on va diminuer à la fois nos charges tous les ans sur notre compte de résultat, et on va réduire énormément notre impact carbone. Donc, tout est lié. Voilà. Nous, ici, parce qu'on est à plusieurs structures, etc., ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était qu'une entreprise, on a investi dans une géothermie, on a investi sur des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment, et on est aujourd'hui à énergie positive. C'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme à l'année. Et ben ça, on a pu le faire parce qu'on est en coopération sur plusieurs entreprises. Chaque entreprise n'aurait pas pu gérer ça. Mais est-ce que les pouvoirs publics s'intéressent à ta manière de fonctionner, ta vision des choses, pour essayer d'un petit peu éduquer le monde des entreprises dans la région et même ailleurs? Alors complètement, je pense qu'on a commencé un petit peu tout seul dans notre coin, hein, sur 2019, on a fait des expérimentations sur les équipements électroniques, hein, on a fait des collectes, on a fait toute une chaîne de reconditionnement d'ordinateurs avec des associations, hein, Gatine en transition, avec des jeunes autistes qui reconfigurent les ordinateurs, aussi avec le chantier ICAR qui démantèle. Et donc on a fait cette filière, c'était une belle expérimentation qui a attiré le regard des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on a aujourd'hui un poste salarié dans Percé 3C qui est financé par l'ADEME, la région Centre et le PETR, donc le Pays Gâtinais-Montargois, et les 4 PCI, c'est-à-dire l'agglomération et les 3 communautés de communes. D'accord. Donc, je pense que par l'expérimentation qu'on a fait, on a démontré la pertinence et aujourd'hui, on est suivi par les collectivités. Donc, on arrive à convaincre. Mais je pense que les chefs d'entreprise ont, par leur côté entrepreneur, ils ont aussi une responsabilité de changer les choses et de participer à ce changement des choses. Et c'est quelque chose qui... On voit le désengagement de l'État, on le voit dans les financements publics, on le voit, les collectivités en souffrent énormément en ce moment. Et nous, chefs d'entreprise, on ne peut pas ne faire que se plaindre des conséquences. Il faut aussi qu'on accepte d'aller agir sur les causes. Et nos qualités d'entrepreneurs, ce qu'on a expérimenté dans nos entreprises, pour qu'elles survivent, il faut qu'on passe à l'acte régulièrement. La résilience. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être utile au collectif. Alors, je vois que tu as pléthore d'activités, d'occupations. Je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus personnel. Tu travailles, il me semble, avec ta femme. Oui. Comment ça s'est passé, ça aussi? Parce que c'est pas évident non plus. Non. En fait, j'étais seul. Mon épouse, elle m'a rejoint en 2011-2012. Elle était responsable sécurité et environnement dans un grand groupe international avec une usine à Montreux-Fautienne. Et du coup, il l'envoyait de plus en plus loin, puisqu'il la nommait responsable monde, tu vois. Et ça ne l'intéressait pas, tous ces voyages. Et puis... elle a toujours dit on ne pourra jamais travailler ensemble. Donc, ce que beaucoup de couples se disent. Hein. Ça ne venait pas à l'esprit. Alors moi, je voyais bien son implication dans son travail. Et je me disais que une personne de cette qualité-là, j'en avais vraiment besoin dans le groupe. En plus, mon responsable qualité n'était pas loin de départ à la retraite. Donc voilà, ça me tentait un peu. Et on a une amie un jour qui vient à l'apéritif et qui dit « Mais pourquoi vous ne tentez pas la chose par en prenant une disponibilité d'un an, un congé sans solde ?» Oui. Et le lendemain, elle faisait la demande. C'était un déclic. On a fait 1 an d'expérimentation, ça s'est finalement très bien passé. C'est-à-dire que... Vous faites des compromis ou alors c'est clair comme de l'eau de roche tous les deux? Non, tout ça, c'est pas forcément clair comme l'eau. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, et dans ce CJD, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ou qui travaillent en couple. Et j'avais fait une petite enquête, je leur ai demandé donc, ceux pour qui ça avait marché, ceux pour qui ça n'avait pas marché. Donc par exemple, il y a une règle, c'est ne jamais parler de travail à la maison. Oui.
Les fois où on a dérogé, c'est généralement les fois où ça a débordé, quoi. Ouais. Donc il faut faire attention. Il y a toujours des moments de friction. Vous avez la chance. Du moment de chacun trouver sa place, etc. Vous avez la chance tous les deux, c'est d'avoir des locaux. Quand on est un couple, mais qu'on travaille chez soi. Ouais. Là, c'est... Là, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Après, ça dépend des personnalités. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Mais bon, à force, et à tel point que on a créé Percé3C aussi ensemble. C'est-à-dire que vraiment, ça marche, on peut dire, on a une complémentarité qui est très très bonne. Moi, je suis plutôt un homme de projet, un défricheur, voilà. Et elle rend les choses réelles. Oui. Elle a besoin de plans, elle a besoin de mettre les choses noir sur blanc, c'est le passage à l'acte où elle est très très forte. Donc elle rend les choses concrètes. Et bon, je suis plutôt l'inspirateur, elle est la réalisatrice. Et ça marche très bien. D'ailleurs, bon, on se répartit un peu les tâches ici, mais moi je suis sur la R&D, sur le marketing, puis la finance, et elle va faire la production, la qualité, sécurité, environnement, les ressources humaines. Enfin, vous avez trouvé votre bon équilibre. Voilà. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, c'est pas prévu. Justement, on va faire ce petit pont, comme on est sur le côté personnel. C'est quoi pour toi la définition de l'ambition ? Voilà. Parce que par rapport avec tout ce que tu as comme programme, comme projet, comme but, fatalement, l'ambition, tu connais. Oui et non, en fait. J'aimais bien utiliser un mot pour définir ma façon de faire, un peu provocateur. Je suis plutôt opportuniste. D'accord. C'est-à-dire, j'aime bien me laisser surprendre par les opportunités de la vie. Ok. Donc, oui, on a des stratégies, oui, on a des ambitions dans nos stratégies. Elles sont toujours collectives. Moi, j'ai pas forcément d'ambition personnelle. D'accord. Voilà, donc j'ai pas une envie d'enrichissement, j'ai envie de contribuer. Et ce que j'aime, c'est être utile, en fait. Voilà. Oui, mais c'est une ambition. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir dessus. Voilà. Mais oui, mais c'est vraiment, en fait, Parce que l'ambition peut être professionnelle comme personnelle. Complètement, mais la vie nous offre plein de possibilités. C'est parfois difficile de les refuser, hein. Mais c'est de se laisser surprendre par ces opportunités-là et savoir les saisir quand elles arrivent. Et voilà, tout a été comme ça. Oui, quand tu as démarré étant plus jeune, t'avais pas cette ambition de tendre à ce que tu es actuellement. C'est la vie et ces opportunités qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Complètement. J'aurais jamais imaginé de devenir docteur en sciences. J'aurais jamais imaginé devenir chef d'entreprise. Jamais. Enfin, c'était pas du tout dans mes plans. C'était quoi tes plans à l'époque ? Je voulais être réalisateur de cinéma. Ah. Et tu touches un peu ? T'as réussi un petit peu dans tous ces... En fait, réalisateur de cinéma, metteur en scène de théâtre, voilà. Tous les lundis soirs, j'anime un atelier théâtre depuis plus de 20 ans, à Panne, pas très loin. Je mets en scène 2 troupes de théâtre sur l'agglomération. Donc, je suis quand même dans la création et l'artistique. Mais effectivement, non, j'avais postulé à sortir de mon bac au BTS Louis Lumière, à l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS, et à la FEMIS. J'étais admissible une fois à la FEMIS. Voilà. J'étais aux oraux. Et du coup, après, le cours de la vie t'a rattrapé sur d'autres choses. Oui, par défaut, j'ai pris une école d'ingénieur qui travaillait dans l'optique. Oui, mais bon, voilà, il y a un lien. La lumière. Il y a un lien. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Donc, je fais ma thèse de doctorat sur un instrument de mesure qui utilise la lumière laser. Voilà. Mais pourquoi pas faire un film après sur... pourquoi pas, enfin on verra. Sur l'écologie, sur Percé3C, sur toutes les possibles qui sont réalisables avec ce que tu es en train de mettre en place. Pourquoi pas ? Non, mais alors il y a plusieurs projets, projets de livres, projets de documentaires. J'ai été contacté par une journaliste, voilà. Bon.
Donc en fait, c'est marrant parce que t'es divisé en deux en fait. T'as une partie très artistique, très artiste. J'ai toujours, je suis plutôt un triangle, quoi. C'est-à-dire triangle. Il y a le côté scientifique, le côté artistique et le côté humaniste. Et c'est ma complémentarité. Et c'est ce qui fait ta force. Ouais, je pense, ouais. Enfin, j'espère. Donc l'ambition, pour toi, si je résume, c'est on peut avoir une ambition pro, une ambition personnelle, mais c'est saisir les occasions qui se présentent à nous. Mon ambition, c'est d'essayer de ne pas gâcher ce qui m'a été offert. Justement, ces trois aspects, et de trouver un équilibre entre ces trois aspects, et d'en faire quelque chose de positif pour le monde. Voilà. À ma mesure, mais d'en tirer le meilleur. C'est-à-dire comment, quand je concilie mon approche un peu artistique, mon approche scientifique et mon approche humaniste, qu'est-ce que je peux faire Alors dans l'humaniste, je confonds, j'inclus l'économie. Oui. Je pense que ce que je fais au niveau économique, c'est vraiment très guidé par mes approches humanistes. Humaniste de dire, on est dans des échéances, par exemple, là où il ne s'agit pas de savoir si on va sauver la planète, il s'agit de savoir si on va sauver l'humanité. Oui, parce que la planète, elle nous survivra. C'est ça. Ça, on le sait. On le sait. Même la vie sur la planète. La vie nous survivra, elle aura évolué. Ouais. On l'a fait muter d'une manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Moi, si je me souviens bien, il y a des cycles. Ouais. Et nous, on accélère, en fait, ces cycles. Ouais. Mais là, elle n'a pas le temps réellement de s'adapter au cycle, l'accélération, en fait. Si on continue comme on fait en ce moment, surtout depuis quelques mois, là, oui. On va vers une extinction de l'espèce humaine. Enfin, tous les modèles le montrent. Et c'est plus que des modèles. Enfin, moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça et à faire des conférences sur la conversion de l'économie et la transition écologique, eh bien, on avait des modèles, on avait donc des prévisions, on se disait, voilà les risques. Aujourd'hui, quand je reprends mes conférences de l'époque, eh bien, on est au-delà des modèles, au-delà des prévisions. Donc, enfin, ils sont plutôt justes, mais on est vraiment dans la fourchette très haute. Et donc, quand les gens disent les modèles, ils sont pas fiables, moi je pense que... Donc là, l'augmentation de degrés, on est à combien là ? Parce qu'il y a 15 ans, on était sur une estimation de 1,5. Alors, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les plus de degrés, on est sûr de les dépasser. On est sûr. On en est sûr aujourd'hui. Avec des impacts catastrophiques. Voilà, on est sur une telle pente qu'on ne pourra pas le dépasser. Alors que c'était l'objectif de Paris. Il ne fallait pas dépasser les deux. Voilà. Et là, aujourd'hui, on sait que... Et avec des phénomènes amplifiants aussi, inattendus. Les océans, depuis 3 ans, sont sur des augmentations de température qui n'avaient pas été prévues par aucun modèle. Donc, on est... la fonte du permafrost, les modèles, les ont pas intégrés parce que c'était trop démoralisant à l'époque. Ah, d'accord. On savait que ça risquait d'arriver. Mais le problème, c'est que quand on donne des scénarios trop catastrophes, les gens disent c'est foutu, alors on ne fait plus rien, autant en profiter de l'instant. Et donc il y a... Il n'y a pas cette remise en question. Qu'est-ce qu'on laisse ? On décorrèle notre vie de famille, nos enfants, nos petits-enfants, de la réalité physique du monde. Et à un moment donné, c'est quel cadeau empoisonné vous faites à vos enfants et vos petits-enfants. Et justement, moi, je suis grand-père depuis... Donc tu as des enfants et des petits-enfants. Un petit-fis. Petit-fils. Voilà. Et oui, mais c'est... Et alors, quand on transgresse un petit peu, mais quand tu as souhaité avoir des enfants, le monde, on savait très bien, avec cette pollution, avec l'activité humaine, même à l'époque, on savait très bien tout ce qui allait se produire. En tout cas, toi, en tant qu'homme de science, tu avais quand même cette vision. Ou est-ce que du coup, tu l'avais pas forcément et tu avais cette vision qui était différente ? Justement, non. C'est-à-dire, j'avais bien compris qu'il y avait un enjeu au niveau de la population mondiale. Avec Valérie, on s'était dit, on aura peut-être 2 enfants, pas plus, et si on en veut plus, on adoptera. Oui. Bon, déjà, c'était une question de régulation. Mais vraiment,
j'avais eu, d'ailleurs, pendant mes études et mon doctorat, j'avais eu l'occasion de côtoyer un peu Hubert Reeves, et que je trouvais assez formidable dans sa capacité qui est mort il y a quelques années. Oui, il n'y a pas longtemps, et puis Oui. qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer à nouveau quand j'étais au CJD, là, quand je suis arrivé à Montargis. Et là, dans un contexte un peu différent, où je me suis pris une claque, en fait. C'est que de me dire, moi, formé scientifiquement, etc., je ne m'étais pas rendu compte de la finitude terrestre et de l'incohérence d'un modèle basé sur une croissance infinie. Et là, cette claque-là, ça m'a fait me dire, là, non, mais oui, il y a des choses à changer, quoi. C'est juste pas possible, on ne peut pas continuer dans cette direction. Notre modèle économique n'est pas du tout adapté pour notre vie sur Terre. Pour notre survie. En tout cas, dans la façon, on va dire, dont on pense la croissance. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de penser la croissance, mais sur les quantités de matière, en tout cas de matière, rien que ça, hein, sur les quantités de matière, de transport, etc., oui, bien sûr, il faut prôner un modèle qui est sur une décroissance de matière. Je ne suis pas pour la décroissance économique, parce qu'il y a de la valeur à d'autres choses. Oui. Mais toujours réduire les quantités. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur toujours l'augmentation des quantités, toujours plus de produits, et s'il n'y a pas de marché, on va le créer, on va créer le besoin chez les gens. Ça, je pense que c'est suicidaire comme comportement. Donc il faut toujours se réinterroger sur l'utilité de ce qu'on fait. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y aura vraiment est-ce que l'humanité va se réveiller? Enfin, on a beaucoup, on dit c'est au bord du gouffre qu'on se réveille. Mais est-ce que le gouffre, on n'est pas déjà en train de le descendre? Oui. De toute façon, parce qu'on dit toujours... ce qui est très net, c'est que la nature nous en empêchera. La physique nous en empêchera. Alors on a beau dire aujourd'hui que les gens ne croient plus aux scientifiques. Hein. J'ai lu une enquête hier, le résultat d'une enquête qui disait que 51% des Français ont plus confiance aujourd'hui dans de leurs sentiments, dans leur appréciation des choses, que dans la démonstration des faits par un scientifique. Eh bien, 51% des Français. Non, mais ça fait peur. On le voit bien, il y a 5%, je crois, de personnes en France qui pensent que la Terre est plate. Il me semble que c'est ça. Je n'ai pas eu connaissance de ce chiffre. Ça se trouve, les chiffres sont très mauvais, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui pensent que la Terre est plate. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ah oui, on peut se remettre en cause, en question, notre système éducatif, enfin, les choix qu'on fait. C'est-à-dire, c'est bien gentil de vouloir payer toujours moins d'impôts. Mais à un moment donné, si on ne peut plus payer correctement les enseignants, avoir des enseignants de qualité avec des classes pas trop surchargées, enfin voilà. Et puis un hôpital qui soigne correctement. Enfin, alors on dit, bah oui, mais on ne veut plus payer d'impôts parce que les services publics sont plus bons. C'est le cercle vicieux. Oui. Donc oui, non, il faut un minimum d'impôts et surtout des services de qualité pour emmener les gens, pas les laisser dans l'échec. Enfin, le nombre de jeunes sur Montargis qui quittent l'école sans aucune solution, et après on dit, bah oui, mais ils viennent pas bosser, mais on leur a pas appris. Oui. Enfin, et donc, ça fait partie des programmes qu'on porte avec Percé3C, avec les associations comme l'ADIM, l'association des industriels du Montargois, l'association de zone de vie demandeurs, la PAM, qui sont toutes membres de Percé3C. Hein. On porte aussi ces programmes d'aller vers les jeunes, de leur montrer qu'il y a des possibilités, et puis de considérer que de plus en plus, l'entreprise, c'est un lieu d'éducation aussi. Et oui, c'était pas le cas il y a 50 ans, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on se doit de former. C'est une des réussites de mon entreprise de Sofraser Maintenance. On prend des gens qui ont été souvent en échec scolaire, mais qui ont envie, quoi. Et ils progressent, et puis ils font leur vie. Et des gens à qui on n'aurait pas confié grand-chose quand ils sont arrivés ici. Mais il y a des talents partout. Mais on a abandonné des talents à leur sort, quoi, en leur laissant croire qu'ils n'avaient aucune valeur. Combien de professeurs ont dit à des élèves oui, ça.
tu sais pas faire ça, tu n'arriveras pas. C'est ça, tu feras jamais rien de ta vie, tu n'as aucune valeur. Et après, on voudrait que ces gens-là, ils postulent sur un job. Mais c'est là où l'ambition peut être des fois plus fort que tout et aider à des développements de carrière. Dernière question par rapport à cette vie sur Terre. La vie de tes petits-enfants, tu la vois comment? Oh là. Moi j'ai 2 enfants. J'essaye de pas trop y penser. Non, ce qui est sûr, c'est que leur qualité de vie va drastiquement changer. C'est sûr. Et donc après, bon, je pense que... Est-ce que toi, tu penses que tu vivras des changements de ton vivant? Ah bah oui, on les voit déjà, enfin les changements. Enfin, Hubert Reeves disait il y a 20 ans, c'est pas forcément qu'il fera... Enfin que notre quotidien sera énormément changé, c'est juste qu'il y a toujours eu des événements extrêmes. Sauf que la fréquence des événements extrêmes va être rapprochée. Et là, alors là, les faits scientifiques le montrent, le nombre d'inondations, de tornades, enfin un peu partout dans le monde, avec aussi la transformation, même le ralentissement du Gulf Stream, enfin, tout ça va faire qu'on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes. Plus froid, plus chaud, plus d'eau, plus de sécheresse. Et donc ça va énormément modifier. Et puis la température moyenne, on a l'impression, 2 degrés de plus, c'est bien. Parce qu'effectivement, on va avoir un peu plus chaud. Oui, mais enfin, les conséquences sur la nature, sur les récoltes, le sud de la France sera peut-être un désert un jour. Oui. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a déjà des plantations. Et puis, de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donner à manger, que les agriculteurs se plaignent, et demandent l'aide de la solidarité nationale, mais à un moment donné, il faut aussi, on a tous la responsabilité d'agir sur les causes et de ne pas trop se plaindre des conséquences. Parce qu'on ne peut pas être la source et la victime. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est ce que j'appelle la démarche suicidaire, quoi. La note positive pour finir sur ce podcast, il y en a une, bien sûr, c'est tout ce que tu développes aussi, et il n'y a pas que toi, bien sûr, qui développe ça. La note positive, c'est que je pense que la force de l'humanité, ce qui l'a permis de traverser les âges, et d'ailleurs, un chercheur que j'aime bien qui s'appelle Pablo Servigne a écrit un bouquin qui s'appelle L'entraide et qui démontre à quel point l'humanité n'a survécu que par les liens sociaux qu'elle a su créer. La force des humains, c'est être capable de mettre leur cerveau en commun, en réseau, et de coopérer. Parce que ce n'est ni les plus forts physiquement, ni les plus grands, ni les plus petits pour se protéger. Enfin, voilà, on est chétif, on n'a pas d'armure. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a survécu à travers le temps? C'est notre capacité à nous entraider. Voilà, ça c'est un postulat de départ auquel je crois fondamentalement. Donc même si on a un peu l'impression qu'on est dans une période géopolitique où c'est l'inverse, on voit bien le comportement de Trump aux États-Unis où c'est le repli sur soi, l'isolationnisme. Voilà, c'est nous contre le reste du monde et puis je protège les miens mais les autres j'en ai rien à faire. La réalité c'est que à l'échelle aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il faut que toute l'humanité se relie à nouveau. Et ait conscience de ça, parce que on va être... Enfin, les crises migratoires, on aura beau construire tous les murs qu'on veut, avec ce qui se profile en termes d'écologie, on va en avoir, ça va être des raz-de-marée de toute façon. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'ensemble, on essaye de réguler et d'essayer d'offrir des possibilités à tout le monde? Voilà. Moi, je crois qu'on en a la capacité, mais c'est toujours au bord du précipice qu'on se serre les coudes. Est-ce que, au bord du précipice, le moment où l'humanité s'en rendra compte, est-ce que ça sera déjà trop tard ou pas? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, je pense que la vraie richesse, ça n'est pas l'accumulation de l'argent, c'est l'accumulation des liens. Donc il faut sortir d'une société qu'on nous a fait miroiter depuis l'après-guerre, d'une société d'accumulation des biens, pour rentrer dans une société d'accumulation des liens.
C'est le la paradigme richesse. qui est mauvais. C'est ça. Et la note positive, elle est là. C'est-à-dire la richesse de la vie, elle est dans notre relation aux autres. Comment on peut retrouver sur Internet Sophraseur, Annabelle Group, Percé 3C? Alors, on tape... En regardant la caméra. Ouais, alors on tape annabellegroup.com. Et sinon, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à coopérer, on a fait le lancement la semaine dernière d'une plateforme qui s'appelle Canaleco, CANALECO.fr, et où vous pouvez proposer des matières dont vous n'avez plus besoin, des machines dont vous n'avez plus besoin, et où vous pouvez venir faire l'acquisition de matériel, donc en coopération locale. Et donc ça, c'est une perspective enthousiasmante pour le territoire. Eh ben, merci beaucoup, Luc. Merci Alexandre.